15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission. Comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. L'actualité immédiate, là, ce sont toutes ces fusions-acquisitions. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, Pfizer, Allergan, la plus grosse fusion de l'année, la plus grosse fusion jamais réalisée dans le secteur de la pharma. Mais si on fait déjà le bilan de cette année 2015, je donne juste quelques chiffres. Pour nous, avec les niveaux records de 2007, plus de 4 000 milliards de dollars de fusions-acquisitions réalisées depuis le début de l'année. Il faut bien se rendre compte de ce chiffre, ça correspond au bilan de la Réserve fédérale américaine, par exemple. Et puis on a des opérations majeures, là, plus de 50-60 milliards, donc Pfizer, Allergan, c'est 150, AbbVie, Sab Miller, c'est près de 120 milliards, Shell, BG Group, 80 milliards, Dell, EMC, 65 milliards. Donc on a ces méga opérations là qui rejaillissent comme ça en cette année 2015. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs qui peuvent justement identifier des opportunités et donner un niveau de valorisation sur une période où parfois c'est un petit peu compliqué. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est vraiment la dernière fenêtre de tir avant en fait la fin de la récréation, puisqu'on sait que la Fed va commencer à rentrer dans un nouveau cycle de hausse des taux, et ces jumbo deals en fait fusion-acquisition, on parlait de 150 milliards de dollars pour Pfizer, atteignent en fait des tailles colossales qui sont permises parce que les conditions de financement sont assez exceptionnelles. On bat les records d'émissions obligataires investment grade sur le marché américain, et donc on a des entreprises qui s'engouffrent une dernière fois, j'allais dire, dans cette fenêtre pour pouvoir racheter des entreprises locales ou des entreprises européennes. Il faut bien se dire que si on fait la liste des différents supports, des différents éléments qui permettent d'apprécier en fait le marché des actions aux États-Unis, on arrive un petit peu à la fin de la liste. C'est-à-dire que les effets comme la baisse des taux qui peuvent aider, je veux dire, à la valorisation des actions, les effets de baisse de l'inflation, de dividendes de la paix et de risques géostratégiques, de mondialisation et de croissance mondiale et de commerce mondial, de la baisse du dollar, les effets de quantitative easing par la Fed. Vous prenez l'ensemble en fait des critères qui ont pu aider les marchés actions aujourd'hui. Tout ça est derrière nous. Tout ça est derrière nous. Tout ça est terminé. Il reste quoi? Il reste une croissance économique. Donc la croissance des bénéfices sera assez proche de la croissance économique, consommation, investissement des entreprises et échange extérieur. Et puis donc, comme il n'y a plus vraiment grand-chose d'autre, le seul effet, c'est la croissance externe. En rachetant des concurrents, en rachetant des structures externes, on peut comme ça, en fait, comme son nom l'indique, faire de la croissance externe, faire de la croissance. Il y a aussi un effet dollar, c'est-à-dire que le dollar a monté, donc vous pouvez racheter à vil prix, ou en tout cas à des conditions beaucoup plus intéressantes, des concurrents européens ou dans d'autres pays, donc ça joue aussi, et donc ça vous illustre bien le fait que c'est pas terminé. C'est-à-dire que des Européens se dépêchent de racheter des Américains tant que le dollar se pend. Air Liquide, Airgas par exemple. Voilà. Air Liquide qui a fait ses emplettes il n'y a pas très longtemps, et des Américains qui se dépêchent d'investir parce que les conditions de financement sont exceptionnelles, on vient de le dire. Donc les différents effets sont maintenant derrière nous, ce qui prouve que ça illustre ce qu'on se disait il y a quelques temps, c'est-à-dire que pour nous, vu la valorisation des marchés actions sur les États-Unis, on est un petit peu à la fin, à bout de souffle en fait sur le marché américain, et on voit que la performance depuis le début de l'année n'est pas extraordinaire. Et donc 2016, c'est plutôt une hausse des taux, une hausse du dollar et une baisse des actions. Voilà un petit peu le grand scénario central de 2016. Et puis il nous reste inversement, je veux dire, l'Europe et les autres zones pour voir ce qui peut se passer sur 2016. Et donc là, l'Europe, très clairement, le thème des fusions-acquisitions sera un thème qui va s'activer, qui va commencer, puisque la BCE a fortement aidé aussi depuis notamment janvier de cette année. Et donc on se dit, on est rentré là encore en Europe dans un super cycle de fusion-acquisition. Donc oui, c'est ça. L'Europe reste en décalé dans son cycle par rapport aux États-Unis. Donc plus que jamais, c'est encore là que l'histoire boursière, en tout cas l'histoire des marchés, va se faire en 2016. Oui, alors effectivement, il y a un décalage qui est saisissant entre les États-Unis et l'Europe, et plus que jamais. On parle de hausse des taux aux États-Unis, mais on rentre dans une phase de baisse des taux. Le 10 ans allemand encore baissé en dessous des 0,50, et on sait que la Banque centrale va encore activer et augmenter ces mesures exceptionnelles.
La Fed arrête son quantitative easing, la BCE ne fait que le commencer. On parle de hausse du dollar. Par ricochet, c'est plutôt baisse de l'euro. Et j'allais dire, on joue sur les deux côtés. C'est-à-dire que Mario Draghi est très content que l'euro ait tendance à baisser. Donc c'est à la fois une croissance américaine et des effets positifs sur la hausse du dollar, et à la fois des effets négatifs pour jouer la baisse de l'euro, etc., etc. Donc on voit bien que le contraste est saisissant. Pendant combien de temps on peut jouer ce contraste? Est-ce que l'Europe peut, un peu à la traîne, jouer ce décalage très clairement? Après, il faut bien se dire que le jour où le marché américain commence vraiment à craquer, là c'est un effet ralentissement, mais le jour où il y a un vrai crack, bien évidemment, on sera pas, c'est pas waterproof. On sera pas immunisé. On sera pas immunisé. La clé aussi de lecture, c'est les pays émergents. Je pense que la Fed va limiter fortement tout risque de crack et tout geste trop brutal, parce qu'on sait que du côté des émergents et de la Chine, ça va pas super bien non plus, et le Japon non plus. Vous avez peut-être vu la semaine dernière que le Japon re-rentrait une nouvelle fois en récession. Donc voilà, ça donne aussi une certaine protection, j'allais dire, sur le risque de crack. Ouais, mais la question c'est même, voilà, les États-Unis commencent à freiner un petit peu, et c'est un bien grand mot, parce que la politique, elle est loin d'être elle est loin d'être restrictive, mais si je caricature, l'Europe, elle est prête à accélérer, tenter d'accélérer encore un petit peu plus. La question, c'est quand est-ce que les émergents prendront eux le relais? Est-ce que c'est à horizon 2016 ou est-ce que ce sera encore au-delà? Alors pour l'instant, avant de parler des émergents, clairement le moteur et les yeux sont tournés vers l'Europe. Ouais. La BCE va se réunir très bientôt. Elle va forcément devoir accélérer, de par ce qu'on vient de dire sur les États-Unis, pour relancer absolument l'inflation et la croissance. Donc ça sera des taux de dépôt encore plus négatifs. Ce qu'on a à moins 0,20 sera sans doute moins 0,40. Une augmentation du quantitative easing, donc on va rentrer dans un quantitative easing numéro 2, peut-être 15, on parle de 15 milliards de plus par mois investis. Peut-être une annonce aussi d'un prolongement nécessaire juin 2017 pour donner de la visibilité à l'ensemble des marchés. Peut-être l'achat d'actifs encore plus risqués, donc pour je dirais, changer un petit peu la nature des investissements qui sont réalisés plutôt en dette souveraine aujourd'hui, la BCE, etc., etc. Donc c'est plutôt, j'allais dire, le quart d'heure de la BCE et de l'Europe en cette fin novembre, début décembre. Les marchés émergents, j'allais dire, vont devoir un peu suivre. C'est surtout la Chine, en fait, qui va donner le ton. Ils sont un petit peu coincés entre deux feux. Entre un feu américain et une hausse du dollar qui pénalise fortement les pays émergents qui doivent rembourser en dollars, et coincés aussi par l'Europe qui patine un petit peu et qui, du coup, entraîne une baisse des prix des matières premières. On le voit que la baisse du prix du pétrole et des matières premières pénalise fortement la Russie, le Brésil et pays émergents. Donc voilà un petit peu l'environnement de fin d'année, mais très clairement les fonds vont se tourner vers la BCE qui va être obligée d'accélérer son programme, d'autant plus que les événements récents liés aux attentats c'est une incertitude supplémentaire. Inquiétude en Belgique, inquiétude en Allemagne, inquiétude en France, donc viennent faire peser encore plus des inquiétudes sur la consommation des ménages européens. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Jean-François, directeur général de Morningstar dans Intégral.